Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet hebdo. On ne dirait pas comme ça, mais aujourd'hui il y avait une éclipse solaire partielle. Malheureusement avec la couverture nuageuse, on ne verra pas grand-chose, mais on va faire le point sur cet équipement, cet MJC, on en parle tout de suite. Nous sommes donc dans le jardin du planétarium. Je suis avec Didier Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de ce planétarium d'Épinal. Et aujourd'hui, un événement marquant, c'est une éclipse partielle du Soleil. Alors malheureusement, on a un ciel qui ne permet pas beaucoup d'observations. Alors oui, ce qu'on peut dire, c'est que si on pouvait s'attendre à ce que la Lune éclipse partiellement le Soleil, on se rend compte que les nuages l'éclipsent totalement. J'imagine que c'est toujours un peu frustrant parce que c'est quand même des phénomènes assez rares malgré tout. Alors, en règle générale, oui, ce sont quand même des phénomènes assez rares puisqu'ils se déroulent à peu près en moyenne entre 4 et 7 éclipses par an, mais éclipses de Soleil et de Lune. Ouais. Et les éclipses de lune sont relativement facilement visibles parce que lorsqu'il y a une éclipse de lune, c'est la totalité des habitants de la Terre qui sont dans la nuit qui voient cette éclipse, d'une part, alors que l'éclipse de soleil, eh bien là c'est plus réduit. Il faut vraiment être dans la zone où effectivement la Lune va pouvoir aller grignoter, donc soit partiellement, soit totalement le Soleil. D'accord, oui, donc c'est assez technique. Donc du coup, vous avez organisé une projection avec le planétarium de Reims qui, eux, ont la chance d'avoir le Soleil. Donc à l'intérieur, les gens peuvent voir à quoi ça ressemble. Vous organisez toujours des animations, quand il y a des phénomènes comme ça, astronomiques, vous essayez de proposer des choses ici? Alors oui, parce que un événement astronomique, c'est un événement naturel et c'est vrai que ça se partage. Et il y a beaucoup de mythes en plus autour de la Lune, il y a beaucoup de mythes autour des éclipses. Il suffit de se rappeler Tintin, par exemple, et le Temple du Soleil. Donc, ce sont toujours des événements qui font que les gens ont envie de le vivre et ils pourraient très bien le vivre chez eux. Ouais. Mais le fait de venir le vivre dans un lieu où on peut partager l'information, où on peut les faire observer, eh bien c'est toujours plus intéressant. Parce que je rappelle qu'en France, il existe une trentaine de planétariums, de grands planétariums, donc c'est très peu, et puis Épinal est quand même plutôt bien situé. Et nous, on a la particularité ici d'avoir une MJC planétarium, ce qui est quand même assez unique. Alors oui, c'est assez unique en France. Généralement, un planétarium est attaché à une collectivité ou à ce qu'on appelle un établissement public d'intérêt commercial, un EPIC, ou alors, comme à Strasbourg, une université. Mais très peu et au niveau associatif et encore moins au niveau MJC. Comme quoi, effectivement, l'éducation populaire peut aussi faire partie, je dirais, de l'information scientifique et ça fait en plus partie intégrante de l'éducation populaire, de toute façon, puisque notre mission étant d'amener l'information auprès du public. Donc c'est ça, l'éducation populaire. Donc il y a beaucoup d'ateliers scientifiques qui sont proposés aux scolaires toute l'année, en fait. Alors tout au long de l'année, nous recevons énormément d'écoles. Ça, c'est une sensibilité d'Épinal. Qui était initié dès le départ du projet du planétarium, où l'on s'est rapproché à la demande de Michel Henrich, le maire de l'époque, de l'éducation nationale, pour voir comment l'astronomie pouvait intéresser effectivement les écoles et à partir de là nous avons monté des ateliers avec un inspecteur, un IEN et puis c'est parti quoi. Voilà, et aujourd'hui on a une quarantaine d'ateliers, on en décline dans d'autres établissements, on fait de la formation d'enseignants sur l'ensemble de la Lorraine, enfin voilà quoi. Beaucoup de choses qui sont proposées ici. J'en profite, vous avez il y a quelques années fait justement de la formation d'enseignants sur un programme qui s'appelle Vigiciel. C'était autour des météorites parce que je rappelle que le planétarium fait partie d'un réseau qui s'appelle Fripon et en fait vous avez une caméra sur le toit qui est derrière nous qui vous permet de voir s'il y a des chutes de météorites sur un rayon de 100 km à peu près.
Voilà, à peu près. Alors c'est vrai que la météorite est quelque chose qui est un élément, est un objet qui est passionnant, parce que c'est le seul lien physique que l'on ait avec le ciel, quelque part. Donc vous avez une météorite dans la poche, vous arrivez dans une réunion, quelle qu'elle soit, vous sortez la météorite et la réunion s'arrête. Voilà, ça fait toujours sensation. C'est côté captivant. Et on avait l'habitude, on pensait que les météorites ne tombaient rarement parce que au XXe siècle, il n'y en a pas eu beaucoup de ramassés. Et puis finalement, les chercheurs se sont rendus compte que si on en ramassait plus, c'est juste parce qu'on regardait plus le ciel et que dans nos villes, on éclairait et du coup, on voyait plus rien. Oui. Donc est né un projet à partir de 2005 à l'Observatoire de Paris, un projet qui visait à imaginer mettre des observateurs automatiques du ciel, donc des caméras, qui allaient surveiller le ciel la nuit et repérer des objets en mouvement rapide. Voilà. Donc c'est ce que vous faites ici. Et est-ce que vous en avez repéré des choses un peu conséquentes qui valent le coup d'en parler? Alors, alors oui, parce que les caméras, ce qui est intéressant, c'est que les caméras fonctionnent toutes ensemble. Et donc, lorsque on met à peu près une caméra tous les 100 km, et lorsque l'on a un objet qui rentre dans l'atmosphère, qui devient visible, cet objet peut être vu par... au mieux la totalité des caméras françaises. Ah, carrément. Donc du coup, chacun va avoir une partie de la trajectoire et connaissant la localisation de chacun, en regardant la trajectoire, elle va être différente sur l'écran et donc du coup, il est possible de remonter sur d'où elle est rentrée, sa vitesse et surtout imaginer où elle est tombée. D'accord. Et à partir de là, il y a un autre projet. Donc je peux pas... des observations, on en fait toutes les nuits quand il n'y a pas de nuages. Forcément. Parce que voilà, voilà. Et donc il y a eu quand même des détections en France qui ont généré des météorites au sol et qui ont été ramassées dans la semaine après les détections, quoi. Voilà. Nous, la dernière grosse détection qui a été faite, c'était en 2021. 2022 peut-être, une chute sur Verdun, mais voilà, on l'a jamais retrouvé, quoi. Ah, voilà. C'est un peu dommage. Quelle chute à cette histoire, dommage. Ben oui, c'est ça, mais bon. Après, voilà, le terrain sur Verdun est compliqué parce qu'une météorite, c'est un objet métallique ou tout du moins il y a du métal dedans. Et organiser des fouilles sur le territoire de Verdun reste compliqué à cause des vestiges de la Première Guerre mondiale, par exemple. Forcément. Merci Didier Mathieu d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant sous le dôme du Planétarium. On fait une première pause et on va regarder l'une des nuits des étoiles qu'on peut vivre ici au Planétarium. C'est ce que vous faites tous les ans au mois d'août. On regarde et on se retrouve juste après. Lumières éteintes, les yeux rivés vers le ciel, il est bientôt l'heure des Perséides. Sur les hauteurs d'Épinal, le planétarium était ouvert tous les soirs ce week-end pour les nuits des étoiles, des astres sublimés en astrophotographie, un travail de patience. Alors, le temps de pause sur certaines, au minimum 300 secondes. Et là, je pose très très souvent, je suis sur un nouveau travail où je posais 10 minutes, 600 secondes. Pourquoi ? À cause du suivi. Le suivi, il y a une caméra de suivi qui est pilotée par l'informatique et si vous voulez, elle suit l'étoile. Mais il ne faut pas qu'il y ait de perturbation en l'air, pas de perturbation au sol si vous tournez autour de mon télescope, de la pluie, des nuages. Lancez l'expérience, venez là, au-dessus du marqueur, bien au-dessus du marqueur. Avant que la nuit tombe complètement, certains se projettent dans le système solaire. Le Planétarium propose depuis juin de télécharger ce planétaire en réalité augmentée directement sur son smartphone. Qu'est-ce que tu as vu là pour l'instant ? Toutes les planètes et les comètes. C'est impressionnant. On dirait que t'es dedans. C'est grandiose. On a l'impression, c'est là, d'être au cœur
au cœur du système solaire en soi, donc c'est vraiment impressionnant. Dehors, le ciel est assez sombre mais quelques nuages brouillent la vue. Jupiter doit apparaître vers 22h, difficile de l'apercevoir dans ces conditions. Ce soir, il n'y a pas grand-chose à montrer parce que la configuration du ciel va faire en sorte que le plus beau à observer va être en deuxième partie de nuit. Voilà, l'heure où tout le monde va se coucher. Mais néanmoins, on va pouvoir observer déjà Saturne qui va bientôt apparaître, et puis 2-3 objets diffus relativement proches du système solaire. Et donc en fait l'étoile qu'on regarde c'est Antares, c'est l'étoile alpha de la constellation du Scorpion. La technologie entre encore en jeu. Qu'est-ce que vous regardez? Saturne. Je regarde ailleurs, je vois la Grande Ourse, je vois plein d'autres choses. Vous les connaissez toutes? Non. J'apprends. On les a appris sur le tas tout à l'heure en fait, mais sinon non, on n'en connaissait rien en fait. On était vraiment débutants, on n'a pas de planétarium vers chez nous, donc on découvre vraiment les choses aujourd'hui. Pas besoin de s'y connaître pour admirer les étoiles filantes. Si les Perséides ne sont visibles qu'au mois d'août, les autres traversent le ciel toute l'année. Faites vos vœux. Je vous retrouve à nouveau, cette fois nous sommes sous le dôme du planétarium, Didier Mathieu. C'est vraiment un équipement très spécifique à ces structures. Alors oui, c'est vrai que le fait d'avoir une projection complètement immersive fait qu'en réalité, on se retrouve immergé dans l'image et surtout immergé dans l'information. On a l'impression d'y être. Comment ça marche? Alors, il y a tout un tas de projecteurs autour de nous. Il y en a 13, si je dis pas de bêtises. En tout cas, non, 13 cartes graphiques, pardon. Et combien de projecteurs? 12. 12, d'accord. Alors, effectivement, on part d'une image circulaire qui est déformée pour la circonstance. Et puis ensuite, cette image est découpée en 12 parties. Et on refait un mapping sur l'ensemble du dôme pour avoir une résolution aussi importante. Et bientôt, on aura des projecteurs laser dans quelques temps. Là, pour le moment, c'est quoi? C'est de l'optique? Alors là, actuellement, nous sommes avec des projecteurs de type à lampe, c'est-à-dire qu'on fournit, la luminosité est fournie par une lampe incandescente, et puis, effectivement, le projet est de pouvoir changer les vidéoprojecteurs pour mettre une source laser où on va pouvoir descendre dans le noir. Voilà. Donc on aura des noirs plus profonds, j'imagine que c'est intéressant quand on est en plein milieu de l'univers. Et oui, quand on a un ciel noir en plein milieu de l'univers, c'est plus beau qu'un ciel un tout petit peu noir-gris. Voilà. Mais on fait pas forcément la différence, du moins le public ne fait pas forcément toujours la différence. Donc ce que vous proposez ici, il y a des projections de films, de documentaires qui sont toujours précédés ou suivis d'un échange avec des médiateurs. C'est vraiment tout l'intérêt d'une structure comme ça, comme la MJC. C'est toujours une espèce d'éducation à la culture scientifique, astronomique que vous faites ici. Alors, oui, c'est la vocation d'un planétarium, c'est d'être vraiment la charnière entre le monde de la recherche et le grand public. Et cette charnière, elle est surtout animée par de l'humain et non pas par une bande enregistrée, voilà, même si là on enregistre, on donne une information, mais dans 10 ans on dira toujours la même chose, alors que finalement chaque séance va être complètement différente au fil du temps. Les séances changent, l'information change également, mais le fait que l'animateur va pouvoir s'adapter à son public, ça c'est important. Parce qu'il y a des échanges, voilà, forcément les gens ont des interrogations qui ne sont pas les mêmes en fonction du public. Voilà, le planétarium n'est pas un lieu où on diffuse des documentaires, est un lieu où on anime de l'information scientifique. C'est complètement différent. Alors avec divers types de projections, plus ou moins pointues, il me semble, par rapport au niveau des personnes qui sont dans la salle. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas du tout initiés, et puis des gens qui s'y connaissent très bien, c'est ça? Là, c'est la force du planétarium. C'est-à-dire qu'on a découvert ces dernières années, alors on connaissait déjà la puissance de cet outil, de l'outil planétarium, pas forcément l'outil d'Épinal, mais dans l'ensemble, les planétariums sont des outils hyper performants qui donnent de l'immersion dans l'image. Et puis, on a vu effectivement que l'on pouvait s'ouvrir sur la totalité du domaine scientifique, mais pas que, artistique, culturel. Donc du coup, ça devient un véritable lieu, un lieu d'art et de culture. Et en culture scientifique, effectivement, on fait vraiment le tour de l'information basique qui va s'adresser essentiellement aux enfants ou parfois aux adultes qui n'ont pas forcément envie de grandes informations. Mais aussi, on peut aller au plus près de l'information et de la recherche actuelle dans le cosmos, où là, les explications du médiateur
ne sont que des explications, n'apportent pas de réponse, parce qu'on amène effectivement l'information de la recherche. Donc voilà, un bel outil à découvrir. Merci Didier Merci. Mathieu d'avoir répondu à nos questions. Justement, pour ceux qui seraient frustrés de ne pas avoir vu Dark Side of the Moon, on avait fait un reportage, je vous propose de le redécouvrir, on se retrouve juste après. Un beau voyage, à recommencer. Très belle musique, tout bien. Génial. Qu'est-ce qui vous a plu? Oh, tout. Bah, la musique, on connaissait, mais alors, ils l'ont rendu vraiment bien. Vraiment bien. Puis alors, dans cet espace planétaire, là, c'était très, très beau. Moi, je connais bien l'album, mais il y a des choses que j'ai réentendues, que j'ai entendues là. Et puis, ça nous embarque dans un voyage intergalactique, psychédélique. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais magnifique son, magnifique qualité d'image, parfait. Une belle surprise. Belle surprise, je reviendrai avant mars. Mais à quoi sont dus tous ces commentaires dithyrambiques? Allez, on vous met sur la voie avec ces quelques notes de musique que vous allez certainement reconnaître. Il s'agit en effet de la célèbre chanson Money du groupe britannique The Pink Floyd. Ces spectateurs n'ont pas assisté ce mardi soir à un concert, mais ont plutôt découvert un ovni, un objet vidéo non identifié. Depuis le début de l'été, le planétarium d'Épinal diffuse un film musical, The Dark Side of the Moon, créé spécialement pour les 50 ans de la sortie de l'album éponyme de Pink Floyd et diffusé dans seulement 3 planétariums en France, à Nantes, à la Cité des Sciences à Paris et à Épinal. En images, on va voir beaucoup d'événements scientifiques qui se sont déroulés dans ces 30 dernières années. Cependant, il n'y a pas de logique à avoir. C'est-à-dire que cette diffusion musicale n'est pas construite comme un reportage, mais comme juste des petits clins d'œil à la science durant ces 50 dernières années. Difficile d'expliquer à quoi s'attendre devant ce film, mais en résumé, on s'en prend plein les yeux et les oreilles. Une expérience sensorielle totalement immersive grâce à l'écran hémisphérique du planétarium et à la qualité exceptionnelle des images et du son. Une proposition culturelle originale qui attire ici un nouveau public. Par le biais effectivement de ce chef-d'œuvre, on fait venir dans le planétarium des personnes qui n'ont rien à voir avec la science, ils veulent simplement entendre du Pink Floyd. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'hors sortant, eh bien, ils nous disent j'ai vu des images, j'ai pas compris, maintenant j'ai besoin de comprendre. Et donc du coup, ils reviennent. Et finalement, on ne s'attendait pas à ce que ça devienne une porte d'entrée vers la diffusion de la connaissance. The Dark Side of the Moon rencontre un tel succès que des séances supplémentaires sont déjà programmées jusqu'en mars prochain. Nous sommes toujours à Épinal au Planétarium. Cette fois, je suis avec Christophe Graff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur scientifique ici. Oui, tout et à avec fait. vous, j'aimerais qu'on parle du programme À la recherche de la graine perdue qu'a lancé la MJC. En quoi ça consiste ? Alors, à la recherche de la graine perdue, ça consiste à sensibiliser les gens à leur environnement proche. Et ça prend toute sa place au niveau du planétarium parce que ça fait écho à la recherche de la vie dans l'univers. Et la recherche de la vie dans l'univers, elle vend en poupe actuellement. Ouais. Et la seule référence qu'on a du vivant, c'est ce qui se passe sur Terre. Donc c'est un laboratoire qui est sous nos yeux, sous nos pieds, sous nos mains. Et ça nous permet d'aborder la problématique du vivant, les problématiques de l'environnement avec ce qui nous entoure et ce qui nous parle. Alors concrètement, quel genre d'animation vous pouvez organiser autour de ça ? Qu'est-ce que vous allez observer avec les gens ? Alors on va vraiment se concentrer sur ce qui est dans nos terrains. Les oiseaux qui sont dans nos parcs, dans nos jardins, les animaux que l'on peut trouver dans le sol, que l'on peut croiser lorsque l'on s'occupe de son jardin ou quand les enfants s'amusent dans un parc ou dans une cour. On va se concentrer sur les animaux de la nuit aussi, comme les hérissons. Ouais. Qui nous rendent visite dans les jardins et qui font parler, qui ont ce côté sympathie aussi avec le public. L'idée, c'est aussi d'ouvrir leurs horizons sur ce qu'il y a chez nous, faire un lien avec forcément le vivant. C'est exactement ça, c'est avoir conscience de ce qui nous entoure.
quand on a conscience de ce qui nous entoure, on peut mieux comprendre ce qui nous entoure. Oui. On casse les peurs, les craintes, les idées reçues, et ça nous permet d'être plus à l'aise aussi avec son environnement et mieux respecter son environnement. Et ça, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire, évidemment. c'est indispensable. Et c'est pas nécessaire pour la planète, c'est nécessaire pour l'humanité. Ouais. C'est pour nous avant tout. L'humanité et le vivant de manière générale. Et le vivant de manière générale, ouais. Voilà. Et alors, parce qu'on voyait tout à l'heure dans l'espace du dôme du planétarium, voilà, un petit extrait de la formation de l'univers. On sait qu'aussi le vivant, c'est un hasard. Voilà, on ne pourra jamais retrouver les conditions, retrouver les mêmes êtres vivants sur une autre planète. Ça fait aussi partie de tout ça, expliquer que toutes ces circonstances sont uniques, voilà, propres à notre Terre. Tout ce que l'on voit, tout ce qui nous entoure actuellement, tout le vivant qui nous entoure, c'est un concours de circonstances qui est lié à des milliards d'années d'évolution de notre environnement, la planète Terre. Et si on n'a pas exactement la même histoire avec les mêmes conditions, on ne peut pas retrouver le même résultat. Donc ça veut dire que même si dans l'univers on a des centaines de milliards de galaxies qui contiennent des centaines de milliards d'étoiles autour desquelles il peut y avoir des dizaines d'exoplanètes, même s'il y a des vies qui sont développées là-bas, ça sera toujours des conditions différentes, des conditions environnementales. Voilà, donc des vies différentes. Donc plein de choses à découvrir dans les années à venir, plein d'exotismes à détecter. Et à travers ce programme À la recherche de la graine perdue, on va permettre d'ouvrir les esprits à ça. Dire voilà, le vivant, c'est fantastique, oui. C'est presque magique quand on s'installe, et puis qu'on observe sous un caillou, près d'une mare. Voilà. Et on parle de mare, alors je rebondis sur l'aquarium qui est derrière nous. C'est une petite expérimentation qui est menée. Donc ça, c'est un outil en fait qu'on utilise dans le cadre des ateliers à la recherche de la graine perdue. On installe des aquariums, enfin en fait ce sont des culturiums qu'on installe dans les classes scolaires pour montrer le principe du cycle de la matière, que tout est lié, que les déchets pour certains êtres vivants, ce sont des ressources pour d'autres vivants. Et par exemple, c'est ainsi ici de la nourriture pour les plantes. Voilà, les déchets des poissons vont permettre d'alimenter. Là, ce sont des radis qui en profitent, qui vont pousser grâce aux déchets des poissons. Et l'idée, c'est que ce genre de dispositif puisse profiter éventuellement à une prochaine mission sur Mars ou que sais-je, pour savoir comment générer de la vie avec. C'est ce que nous a expliqué Didier Mathieu. Peut-être que j'explique mal, mais. Alors, moi, à mon niveau, c'est surtout se concentrer sur le concret, ce qui est à notre niveau, vraiment ce qui est autour de nous. Si déjà les enfants et les adultes prennent conscience que tout ça c'est un cycle qui est lié, que tout est lié, chaque élément, ce qu'il y a dans le poisson, en fait ça se retrouvera dans la plante, ça se retrouvera dans notre corps, ça se retrouvera, tout comme Didier a pu expliquer que ce qu'il y a dans les étoiles, ça va se retrouver, la poussière des étoiles, dans nos cellules, dans les atomes qui constituent nos molécules, qui constituent nos cellules. Donc c'est un grand tout. Tout à fait, oui, c'est un grand tout. L'univers, on fait partie de l'univers, l'humain fait partie de l'univers, la planète Terre fait partie de l'univers, et la vie sur Terre, c'est la vie de l'univers. C'est une partie de la vie de l'univers, la seule vie qu'on connaisse, nous humains, dans l'univers. Mais sûrement pas la seule. Après, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Enfin, si on est toujours de ce monde. Oui. Merci Christophe Graff d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Je plante un fraisier. Voilà comment je fais. D'abord, je marque la terre. Comme Omar, des élèves de 4 classes du collège Saint-Exupéry d'Épinal se sont succédés lundi pour participer à la plantation de quelques 330 arbustes fruitiers et herbes aromatiques au pied des immeubles sur le plateau de la Justice, sur le site du verger gourmand qui a commencé à prendre forme en décembre dernier. Une initiative citoyenne retenue par le vote des Spinaliens dans le cadre du dernier budget participatif mis en place par la municipalité. Les habitants pourront profiter librement dans les années à venir des fruits de ces plantations qu'ils doivent contribuer à entretenir. Quant à ces jeunes, ils ont travaillé en classe sur le concept et les applications pratiques d'un budget participatif et ont d'ailleurs proposé leurs idées pour le prochain. À eux désormais de faire campagne pour qu'elles soient adoptées.
Avec le marching band des 100 pistons des doigts pour donner la cadence, c'était carnaval dimanche dernier dans les rues de Thaon-les-Vosges. Sous une météo agréable, jongleurs avec des sabres, fanfares et autres créatures colorées ont rythmé l'après-midi et célébré le retour du printemps comme il se doit. Plusieurs centaines de personnes avaient pris part à la fête et suivi ce cortège qui s'était élancé de l'école de Goypré, direction la Rotonde, au son notamment de la batucada. Ambiance. Comme le reste du bâtiment, la bibliothèque universitaire de la faculté de droit d'Épinal n'avait pas été rénovée depuis 1995. Après 18 mois de chantier, elle a été inaugurée lundi dernier et s'inclut dans les schémas de déploiement universitaires territoriaux. Signé en décembre 2024, il vise à structurer davantage l'université de Lorraine avec des actions concrètes, comme le réaménagement de cette bibliothèque au contenu devenu obsolète. Cette réflexion s'inscrit dans un plan de réhabilitation du bâtiment dont la fin est prévue pour la rentrée prochaine après 3 ans de travaux. Coût total de ce projet géré par la CAE d'Épinal et subventionné à près de 50% par l'État et le département, 1 700 000 € pour remettre à neuf le 3e site le plus important de l'université de Lorraine. Hop là ! Voilà une entrée en scène qui donne le ton. C'était ce mercredi dans la salle de l'ESP à Charmes. Echo Lali, duo lorrain qui écume les salles de la région depuis une quinzaine d'années, était programmé dans le cadre du printemps du spectacle vivant. 22 spectacles gratuits offerts par la municipalité durant 15 jours, dont 7 heures de chansons à gestes, un peu rock, quoique à destination du jeune public. Les mains ont leur langage et savent parler aux enfants. La salle bien remplie s'est prise au jeu d'Aurélie et David, couple à la scène comme à la ville. Le festival qui était parrainé par Barzingo s'achève lui ce dimanche. Sa fréquentation a été à la hauteur des espérances. Il reviendra donc dans 2 ans en alternance avec le Festival des Contes. Le geste est beau et précis, on s'applaudit. Bravo, merci. Joli succès populaire pour un ciné-concert joué dans le cadre du festival Épinal fait son cinéma, dont la 2e édition s'est refermée le week-end dernier. Avec des événements délocalisés tels que celui-ci du côté de la Vosges-les-Bains, où 150 personnes avaient répondu dimanche à l'appel en venant assister à la prestation en direct devant l'écran de l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image qui jouait la partition composée par Charlie Chaplin himself pour l'un de ses chefs-d'œuvre Le Kid. La veille, le même programme avait été proposé à Châtel-sur-Moselle. Et voilà, cet hebdo planétarium est terminé. J'espère qu'il vous a donné envie de venir enrichir votre culture scientifique et astronomique. C'est donc ici à la MJC La Belle Étoile. Nous, on se retrouve aux Ingrenadines la semaine prochaine. À très bientôt.